Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Dominique Simoneau. Bonjour. Vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté depuis 6 ans, journaliste pendant 29 ans, spécialiste des carnets de justice pour le journal Libération, puis de la chronique judiciaire Coup de barre au journal du Canard enchaîné, autrice de plusieurs ouvrages. Coup de barre, justice et injustice en France, aux éditions du Seuil. Et puis également de Plus noir dans la nuit, la grande grève des mineurs de 1948, aux éditions Kalman-Lévy. Mais avant de débuter notre entretien, vous vouliez revenir sur la situation en Iran et le mouvement de révolte actuel contre le régime des mollahs. Oui, parce que tout le monde, on en est tous très émus, hein, scotchés devant les infos pour savoir ce qui leur arrive. Mais il est vrai que moi, depuis 2022, je suis allée à plusieurs soirées organisées en faveur du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et j'admire tellement leur courage à ces femmes et à ces hommes qui défilent dans les rues au mépris des dangers épouvantables qui les guettent. C'est un régime qui est criminel, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et voilà, et tout le monde maintenant a pris conscience qu'il fallait les aider, qu'il fallait les soutenir. Mais je trouve que jusqu'à maintenant, ce soutien a un peu fait défaut. Alors pour la De la France, part. on sait qu'il y a Cécile Collère et Jacques Paris retenus dans l'ambassade de France à Téhéran. Ah mais ça, je dois dire que là, la situation est très spéciale et on croise tous les doigts pour qu'ils reviennent sans encombre, mais ça doit pas être facile, ça doit être terrible d'être à leur place en ce moment. Alors venons-en à notre entretien consacré au changement dans la vie. Vous êtes issu d'une famille d'avocats, vous avez fait des études de droit. Quel était votre projet professionnel lorsque vous étiez étudiante ? Je m'étais dit que je deviendrais peut-être magistrate. Avocate, il y en avait beaucoup dans ma famille et je me disais comme ça, tu serais juge des enfants, mais un truc un peu social, vous voyez, et finalement, ça ne s'est pas trouvé comme ça. C'est Robert Badinter qui a mis fin à ma carrière de magistrate parce que je tombe sur lui en examen à l'oral de procédure pénale et je me dis: «Merde, Badinter, il paraît qu'il est impitoyable» et il me dit: «Pensez que vous méritez la moyenne, mademoiselle?» Alors moi, je dis: «Bah, et il me dit: «Eh bien, je ne vous la donne pas». Je vous dis pas ce que j'ai pensé de lui dans ma tête, hein, par respect et voilà. Donc, Donc je me suis dit: «Oh puis tu pas fait». De toute façon, je pense pas que j'aurais pu être magistrate. alors vous êtes devenue éducatrice à l'administration pénitentiaire de 1979 à 1991, c'est-à-dire 12 ans. Quelles étaient vos missions et en quoi cela consistait ? On était dans ce qu'on appelle un comité de probation et d'assistance aux libérés. Aujourd'hui, on dit SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et notre mission, c'est toujours la même d'ailleurs, c'est d'aider et de contrôler les sortants de prison et les gens qui sortent en sortie qu'on dit aménagée, c'est-à-dire libération conditionnelle, sous condition de bien se tenir, sursis probatoire, sous condition, pareil, de bien se tenir dans la vie. Donc, on aidait les sortants et les gens qu'on avait sous contrôle à trouver du boulot, à se soigner, et on contrôlait qu'ils remboursaient bien les parties civiles et surtout qu'ils rechutaient pas. Et alors quel bilan vous avez tiré de cette expérience ? Parce qu'on sait que l'alternative à la prison, c'est la réinsertion. Alors est-ce que vous avez constaté que ça marchait ? Et est-ce que les moyens étaient suffisants à l'époque ? Sûrement pas, mais surtout, nous les éducateurs de la pénite, comme on disait à l'époque, on n'était pas très écoutés de quiconque et je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur, j'y arriverais pas et vous savez, il arrive un moment où vous vous sentez pas contente de vous dans votre travail et je trouve que c'est un sentiment extrêmement pénible que je retrouve aujourd'hui chez les éducateurs, chez mes successeurs et chez les surveillants de prison et chez les directeurs parce qu'il y a un sentiment de «je ne fais pas bien mon boulot» et donc j'avais un ami qui travaillait à Libé. Je lui ai dit: «Tu veux pas me prendre en stage? J'ai plein de trucs à te dire» et ils m'ont pris en stage et quand je suis arrivée, je me suis dit: «Je ne repartirai pas».
Et c'est comme ça que vous êtes devenu du coup journaliste d'abord à Libé, puis ensuite au Canard enchaîné. Voilà, pendant un an, j'ai été stagiaire à Libé. Hem Et puis, j'ai, comme on dit, vulgairement, j'ai tapé l'incruste parce que je crois qu'il y avait des tas de gens qui la direction voulait pas de moi, mais j'étais soutenue par la base, enfin, les journalistes qui étaient devenus mes amis et je suis restée. Donc là, vous êtes resté un an. Je suis restée, oui, un an en stage Et et j'ai après? été embauchée, D'accord. après un an. Et ensuite, vous êtes journaliste au Canard enchaîné. Alors, le Canard est connu pour ses caricatures et le dessinateur Cabu ne vous a pas raté, Dominique Simoneau. On vous voit à propos des écoutes téléphoniques de l'affaire Azibert. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler c'était quoi l'affaire Azibert et nous en dire un peu plus sur ce dessin? Alors je commence par l'affaire. Oui. C'est l'histoire des écoutes de Nicolas Sarkozy, entre Nicolas Sarkozy et son avocat, des écoutes que moi je juge illégales, mais qui n'ont pas été jugées illégales par la justice. Enfin, je trouve ça dingue d'écouter un client qui parle avec son avocat. Et donc Gilbert Azibert était un haut magistrat qui a été condamné pour avoir renseigné Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, son Alias avocat. Bismuth. Voilà, alias Bismuth, c'est le fameux téléphone Bismuth. Et Cabu, bah, je suis très émue de voir ce dessin et c'est seulement en vous le montrant, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu que Cabu, qui, comme vous le savez, nous a quittés tragiquement, a été assassiné par, Lors des attentats de Charlie Hebdo. voilà, en 2015. Il a même reproduit le strabisme divergent que j'ai dans l'œil et c'est la première fois que je le remarque. C'est un génie du dessin, Cabu. Et qu'est-ce que dit ce dessin? Il dit, il il fait espion du 19e siècle avec une boîte de conserve et un tuyau et je dis: «Je sors d'une bouche d'égout» et je dis: «Ça va, on peut se parler», alors qu'au contraire, on ne pouvait pas se parler et je signale que c'est la police qui a et les juges qui ont retranscrit cet entretien entre une source et moi. Monsieur Azibert, je le connaissais depuis très longtemps. Hem Et dans les PV, on a trouvé, quand j'étais au Canada, on a trouvé, retranscrit cette conversation. Ce qui fait que ça donnait Gilbert Azibert comme ma source, ce qui est absolument interdit normalement. Cette conversation, elle n'aurait jamais dû être retranscrite. Puisque c'est un des droits des journalistes. Bah, quand même, oui, parce que sinon L'expression. personne ne nous parlerait jamais si on n'avait pas ce secret des sources. Vous avez changé de métier, mais votre sujet reste la justice. Votre chronique au Canard portait sur les comparutions immédiates. Elles ont donné lieu à 2 livres, Justice en France, une loterie nationale et Coup de barre, mise en scène au théâtre. Alors, que faut-il retenir de toutes ces chroniques? Pour moi, cette justice, la comparution immédiate, autrefois dit les flags, qui dit bien l'extrême, l'ultra-rapidité. Moi, j'en retiens, ça m'a toujours passionnée, cette justice, parce que c'est un précipité de tout ce qui a raté dans notre société. On voit défiler des miséreux, euh, pas que des miséreux, je vais pas. Mmh. C'est pas que je suis pas à nouille, hein. C'est pas pour m'apitoyer sur les gens qui défilent. Mais enfin, il y a quand même en prison 30 à 35% de malades psychiatriques gravement atteints qui sont envoyés au cours de ces audiences à cause des examens psychiatriques, dits examens psychiatriques de garde à vue qui se passent dans des conditions atroces, c'est-à-dire en 5 minutes, 10 minutes. D'ailleurs, il y a toute une école de psy qui appelle leurs confrères à ne plus y aller. Donc on déclare les gens aptes à C'est comparaître, une justice expéditive. très expéditive. C'est quoi, 20 minutes par cas? Ça dure jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin dans les grands tribunaux. Je ne sais pas si vous voyez vous imaginez que les juges sont en état de juger, les avocats de défendre et les prévenus de parler. Et puis ils défilent alors, oui, des craqueurs, des voleurs, beaucoup de toxicos, des violences intrafamiliales, mais on n'a pas le temps de s'expliquer, pas le temps d'aller plus loin et c'est la solution la plus facile et la plus à la portée du juge, c'est la prison. Parce que ça va trop vite. Quand on m'a dit: «À Paris, c'est bien, il y a 18 dossiers à juger dans l'après-midi». Vous voyez, 18 dossiers, c'est énorme. C'est des vies entières qui défilent là. Mmh. Et je vous dis, ça résume tout ce qui rate. L'éducation, l'école, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est un marasme. Et en prison, on y trouve, je sais pas, 50% des gamins viennent de l'aide sociale à l'enfance. 50% des détenus viennent de l'aide sociale à l'enfance.
Mais est-ce que la justice, elle dispose des moyens pour être juste aujourd'hui? Il y a d'autres pays où les comparutions immédiates n'existent pas. Moi, j'aimerais que les juges se révoltent, heu, lèvent le camp, à 20h, disent: «Bah, écoutez, nous, on ne peut pas juger plus loin, il y a une circulaire qui dit qu'on n'a pas à juger plus de tant d'heures d'affilée, ça n'est pas normal». J'aimerais beaucoup de choses, mais là, au contraire, malheureusement, tout ce que je pouvais espérer, c'est le contraire qui arrive parce que je crois que là, on affronte, enfin, dans le métier que je fais aujourd'hui et de quand j'étais journaliste, les vents les plus contraires qu'on ait jamais affrontés. Il y a une soif de répression, dans notre pays, qui ne tient pas compte du fait que les gens, quand on les juge, la façon dont on les traite à l'intérieur des prisons rejaillira forcément sur la manière dont ils se conduiront dehors. Et que je ne pense pas que humilier, peut-être je vous entraîne sur un terrain, la prison, je ne crois pas que humilier des gens à 3-4 par cellule, entassés 23 heures sur 24, Va les rendre meilleurs. va les rendre meilleurs. C'est Est-ce que lors du mouvement des Gilets jaunes, vous pensez que la justice, parce que vous l'avez suivi, a bien fait son travail lors de ces comparutions immédiates? vous pouvez pas imaginer à quel point, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, les audiences où je suis allée, ça dépendait des magistrats. J'ai entendu, un magistrat invectiver un prévenu et je m'en souviens très bien, lui dire: «Monsieur, c'est du vide». C'était un alcoolo qui avait suivi la manif, des gilets jaunes. Il s'était dit: «Bah, tiens, c'est marrant, j'y vais». Bon, et il avait lancé une canette sur les policiers, chose qu'il reconnaissait, et le procureur dit l'avise et lui dit: «Monsieur, c'est rien. Monsieur, c'est du vide». Je me suis dit: «Mais enfin, on n'a pas à parler à un être humain devant, en plus, une audience, vous savez, c'est public, hein». Vous vous rendez compte de se faire traiter de rien et de vide par un magistrat du haut de son estrade? J'avais trouvé ça immonde, donc je l'avais mis en titre. L'avocate du gars, d'ailleurs, je m'en souviens très bien, s'était mise à pleurer. Enfin, vous voyez la scène. D'autres magistrats, au contraire, c'était: «Mais madame, prenez le temps», ou «Monsieur, je vous en prie, expliquez-vous, le tribunal est là pour vous écouter». Ça vraiment, c'était, tout. Totalement variable. Oui, et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie aussi dans ces audiences, mais là c'est journalistique, c'est la différence, les variations, c'est passionnant à suivre et à observer, cette justice. Alors, pendant que vous étiez journaliste, vous aviez aussi eu à cœur de mener un combat pour rendre justice aux mineurs, aux gueules noires du Nord-Pas-de-Calais, abusivement licenciés, lors des grandes grèves de 1948, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc, pourquoi ce combat historique et qu'avez-vous obtenu, Dominique Simoneau? Alors là, j'ai obtenu beaucoup de choses, mais je commence par le début. C'est un ami avocat, Thienot Grimbach, aujourd'hui disparu, qui m'a appelé, il m'a dit: «J'ai un truc pour toi». Et puis je me suis dit: «Bon», on a pris rendez-vous, je me suis dit: «J'en ai pour 1 heure et demie». Et puis finalement, 4 heures plus tard, on y était toujours, et il m'a raconté l'histoire, des grévistes de 1948, dans les mines, du Nord-Pas-de-Calais, à qui, la France, tout le monde avait dit: «Retroussez vos manches, produisez». Les ministres communistes leur avaient dit: «Allez-y, produisez, vous êtes l'honneur de la France». Ils avaient gagné des avantages, ils avaient été tellement courageux. Vous savez, on ne le sait pas, en 1941, moi je ne l'ai jamais appris au lycée, et vous non plus, je suis sûre, il y a eu une grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais contre les nazis. Par exemple, c'est une chose qu'on n'apprend pas. Il y a eu plein de fusillés et ils sont venus se faire chercher dans les mines, au fond, par, par des ingénieurs qui étaient des balances et par des policiers français qui les ont amenés, voir les Allemands, qui les ont donnés aux nazis. En 1948, ils voient disparaître peu à peu tous les avantages, alors qu'ils continuent, au fond, à l'effort de guerre, l'effort de l'après-guerre qu'on leur a demandé. Parce que l'avenir de la France était entre leurs mains, et ils voient qu'ils perdent peu à peu tous les avantages qu'ils avaient. On dit avantages, en fait, ce ne sont pas des Acquis avantages, sociaux. ce sont des acquis sociaux. Heu et ils se sont révoltés. Et c'était là date le célèbre slogan CRS-SS, et pas du tout de mai 68 comme on l'a cru. Parce que ils ont vu, on leur a envoyé les CRS, 80 000 réservistes ont été appelés par Jules Mock. La voilà. répression a été très Jules violente. Mock, c'était le ministre De de l'Intérieur. l'Intérieur. Moche, c'est Bosch.
C'était le slogan. Et c'est horrible parce que je le moque, sa famille a été assassinée dans les camps de concentration. Donc, bon. Mais cette histoire l'a rendu un peu obsessionnel. Il avait une carte de France, il avait piqué des drapeaux avec les ennemis de la France, ce qui étaient les mineurs grévistes. Ces mineurs ont été arrêtés, livrés, les CRS sont venus les chercher au fond, exactement comme avant, et d'où date CRS SS. Ils ont été condamnés en comparution immédiate, déjà. Et ils ont défilé par palanquet. Ils ont été condamnés à de la prison ferme, pour beaucoup. Et ça voulait dire, les magistrats le savaient, perdre sa maison, son travail, l'école des enfants, tout appartenait aux mines. Et ensuite, vous étiez blacklisté, c'est-à-dire embauché dans la région. Il y avait un garde des mines. Vous ne trouvez pas de travail? Non. Tu te barres, vous arrêtez de l'embaucher. Voilà, donc ça m'a profondément révoltée et je suis allée rencontrer les survivants de cette épopée. Que vous racontez dans Plus noir voilà. la nuit. Et surtout leurs épouses qui ont été des héroïnes. Et vous avez obtenu quelque chose par la suite? Eh bien oui, ça c'est incroyable. Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai alerté dans les ministères, je suis allée partout, je me suis fait jeter de partout. Et puis, Christiane Taubira a lu le livre, elle a dit à son conseiller financier, je veux qu'on fasse quelque chose pour ces gens. Il a dit, c'est impossible. C'est elle qui m'a raconté, elle lui a dit, lisez le livre, vous reviendrez me voir. Et elle a obtenu 50 000 € pour chacun, 5 000 € pour perte de chance de leurs enfants, et puis la Légion d'honneur pour plusieurs à titre posthume et pour quelques-uns de mes héros bien vivants. Donc il y a eu des réparations. Oui. Alors on dénonce les trafiquants de drogue qui continuent leur business en prison. La décision du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, de créer des prisons de haute sécurité pour les 100 narcotrafiquants les plus dangereux. Est-ce que cette solution vous semble adaptée? Je ne vais pas pleurer parce que de gros narcos, de gros criminels n'ont plus de portable en prison. Je dis juste qu'il faut faire très attention parce qu'il y a même des notes de la chance, parce que là, c'est dans ces quartiers, c'est un isolement total. Alors je crois que le ministre s'est un peu ravisé parce que l'isolement total, c'est impossible de faire subir ça à quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester isolé des autres. C'est très dangereux. Il y a une note de la chancellerie que j'ai trouvée et dont on se sert souvent, qui dit attention aux isolés, dans les quartiers d'isolement, qui n'ont qu'un temps, hein, l'isolement en prison n'a qu'un temps dans le temps normal, pour les prisonniers normaux, disons, on dit attention aux isolés, ils peuvent vaciller, la raison vacille au bout d'un moment. Vous parlez qu'à vous-même, et puis, et elle dit attention, faites attention à les confier aux surveillants, à ce qu'ils puissent parler à des êtres humains dans la journée. Donc moi je dis qu'il faut faire attention à ça. C'est une terrible régression en ce qui concerne l'hygiaphone qui va séparer les parloirs. J'ai lu un article dans un journal où il y avait un de ces narcos enfermés qui disait même les hétéros ont le droit d'embrasser leur femme et plus moi. On ira se rendre compte de ce que c'est. Du résultat par la suite. Alors le problème de la drogue, cela dit, c'est pas seulement les trafiquants, c'est aussi l'usage de la drogue par les prisonniers eux-mêmes. Et est-ce qu'il n'est pas illusoire de croire que les drogués peuvent se sevrer en prison et supporter l'état de manque? Je vous confirme que c'est illusoire. Et d'ailleurs, je parlais récemment à une directrice de prison qui m'a dit « mais on est désespéré quand on reçoit des gens dont les juges nous disent, moi souvent à l'audience j'ai entendu « si vous partez en prison, au moins là vous serez sevré, ou au moins là vous serez soigné ». Grosse erreur. C'est faux. Ah, c'est faux, la drogue circule. Parfois, l'autre jour j'étais dans une coursive, j'entends la surveillante qui crie « monsieur, je vous ai déjà dit, ça suffit », je sais pas quoi. Je me retourne pour dire « c'est pas un drame qu'on fume une cigarette dans la coursive ». En fait, j'étais enveloppée dans un halo. Ça puait le shit. Je me suis étonnée de ne pas être complètement défoncée en sortant de là. Oui. Mais d'un autre côté, je signale que dans des prisons pleines parfois à 200, 250 et parfois même 300%, je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs la France a été condamnée hier pour l'état de la prison de Strasbourg, tellement il est ignoble, tellement on est obligé de soulager ses besoins naturels devant les autres.
Mais imaginez ça, Condamné par la Cour européenne des droits de l'homme? oui, De nouveau? hier, à nouveau. Donc il est illusoire de penser que tout le monde le sait en prison. Apparemment, le ministre veut frapper des gros coups. Il leur donne des fouilles XXL. Les saisies sont minables. Mais les détenus, s'il n'y avait pas le shit, s'il n'y avait pas le cannabis, mais ça pèterait. C'est ça, vous dites, Dominique Simoneau, c'est Oui. incroyable, que des seringues artisanales sont fabriquées par les détenus et que les maisons d'arrêt tiennent à cause de la drogue. Expliquez-nous ça. Je dirais grâce. C'est moche à dire, mais grâce. Expliquez. Parce que, comme on parlait, il y a des livraisons qui se font, la drogue passe, comme passent les portables d'ailleurs. C'est plus dur de faire passer un portable que de la drogue. Alors la drogue, elle arrive, vous savez, il y a les lancers, les projections, ça s'appelle. Alors ça, c'est des types à l'extérieur, c'est de nouveaux métiers, hein. Lanceurs, pouf, lancés par-dessus l'enceinte de la prison. Il y a les ramasseurs, et il y a les gardeurs, comme partout. C'est-à-dire les gardeurs, c'est les nourrices au fond. Mm. Vous savez, on connaît tous maintenant les nourrices, tout le monde sait ce que c'est. Donc ils le gardent dans leur cellule pour éviter que machin soit fouillé. Parfois sous la contrainte, parce que c'est la loi, c'est le caïda qui s'applique en prison. Faut pas croire que c'est pas la cuicui les petits oiseaux, hein. Non, bien sûr. C'est dur. Bien, alors il y a ces lanceurs, et bien maintenant il y a des drones qui livrent. Il y a la corruption également, ça il faut pas l'écarter. Mais vous voyez, j'ai vu que la surveillance s'était fait arrêter. On a trouvé du cannabis dans son casier ou dans sa voiture. Voilà, et donc la drogue rentre partout, et aussi par les parloirs. Et ce climat de violence et de surpopulation rend les conditions de travail pour les surveillants très difficiles, et avec des risques physiques et psychiques. Ah mais moi j'ai demandé aux médecins des prisons de nous analyser les risques psychiques, psychosociaux pour les surveillants. Faut pas oublier que moi, nous, au contrôle général, on hurle contre l'état des prisons, les droits des prisonniers, mais en fait, les, Les surveillants aussi. les surveillants sont également abandonnés par l'État. Et de rentrer tous les soirs chez soi en se disant « je fais un boulot de merde ». Mais comment je vais m'en sortir? Risquer d'être menacé, risquer d'être frappé, risquer... Qu'est-ce que vous voulez Vous dites qu'ils doivent enlever tous les soirs leurs vêtements pour éradiquer les punaises de lit. C'est ce qu'ils m'ont conseillé dans les endroits où il y a des punaises de lit. Ils m'ont dit, madame, faites comme nous. Ce soir, vous rentrez chez vous, vous déshabillez, vous enlevez tout sur le pas de votre porte et tout au congélateur pendant 72 heures. J'ai dit, mais oui, mais si mon voisin passe, il va me prendre pour une folle. Mais j'ai fait comme il m'avait dit, parce que les punaises de lit, c'est un fléau, hein. Et vous savez, quand vous rentrez dans une cellule, le gars vous dit « Asseyez-vous, madame ». Les gars, parce que dans cette prison, ils étaient beaucoup. Puis ils me disent « Non, vous asseyez surtout pas ». Puis ils vous montrent leurs bras dévorés par les punaises. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a des gars, des femmes qui vous disent « Le soir, je mets du papier toilette dans mes oreilles, dans mon nez, pour pas que les cafards rentrent. Il y a des matelas au sol. 6000 matelas au sol aujourd'hui. 86 000 détenus. Il y a 70 000 détenus vivent dans des endroits surpeuplés. Et pour améliorer, on va revenir à la surpopulation carcérale, mais pour améliorer les conditions de détention et préparer la réinsertion, il faudrait pouvoir développer le sport, l'apprentissage d'un travail, un métier en prison. Et tout cela, on a l'impression qu'on en est loin. Est-ce qu'on progresse dans cette voie? Quand je vous disais qu'on affronte des vents contraires comme j'en ai jamais connu, c'est vrai. Parce que des belles choses en prison, il s'en passe. Il y a des gens qui mettent vraiment leur énergie, leur enthousiasme, leur savoir au service des prisonniers, donner des cours, faire des ateliers, du sport, culturel, des ateliers pour apprendre aux femmes à la coiffure, pour apprendre à prendre soin de son corps, de sa peau, à se présenter bien à un travail, par exemple. Tout ça, malheureusement, c'est complètement étouffé par la surpopulation parce que il manque 5000 surveillants. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le métier. Ça en dit long aussi sur le métier de surveillant. La norme est un surveillant pour 60 détenus, ils en sont à 1 pour 120, 130. Donc ils passent leur temps à courir. Et ben, les médecins des prisons m'ont dit il y a de forts risques de décompensation psychique pour eux.
C'est une d'ailleurs, les arrêts, tout est un cercle vicieux. Se sentir mal au boulot, ça entraîne des arrêts maladie, des Donc absences, c'est donc ça rajoute à la pénurie. ça rajoute à la pénurie. C'est vraiment un cercle vicieux qui se mord la queue et que je trouve pas du tout, ni intelligent, ni sympathique, ni malin, de la part, des autorités de faire semblant d'ignorer ce problème en disant: «Moi, je tape un grand coup, je vais faire saisir les portables». Mais c'est faux. Oui, des gros coups comme ça donne quelques saisies. Mais moi, les directeurs, me disent: «Nos saisies, sachez-le, sont prudentes et parcimonieuses. On fait attention». C'est une majorité d'hommes qui sont en prison. Alors qu'en est-il pour les femmes? Est-ce que les conditions d'incarcération pour elles sont meilleures ou c'est pareil? J'ai coutume de dire que nous, les femmes, on n'est que 3,6% de la population carcérale et qu'on est bien mal récompensées de se tenir si bien. Parce que la surpopulation, elle touche les femmes également. Vous savez, là, j'étais dans une prison, il y a eu 200% de surpopulation. Euh, des détenus, prévenus aussi mélangés. Il y a une jeune femme qui me dit: «Madame», qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Très normal que moi, une fille de 19 ans, je sois en cellule avec une personne très âgée tout de même. Alors je lui dis: «Mais vous n'avez pas honte de me dire très âgée à moi? Vous connaissez mon âge?» Et j'ai dit: «Quel âge a cette vieillarde?» «Ah, la vieillarde!» Alors, il y a une dame qui se met à la fenêtre et qui dit au barreau, qui crie: «Je suis la vieillarde!» 50 ans. Bon, j'ai ravalé mon truc. Mais il n'empêche, on mélange des profils, on mélange des gens, des fumeuses avec des non-fumeuses, des vous voyez des femmes dans des états aussi, psychiques et psychiatriques Très très grave. préoccupants. Hem, Moi, je me souviens d'une dame qui m'a dit, «Ben, moi, pour appeler, mes enfants, 3 fois par jour, ça me coûte 300 € par mois». Parce que le téléphone, s'il y a autant de portables en prison aussi, c'est parce que le téléphone coûte 11 fois plus cher que dehors. Elle payait 350 € par mois pour appeler ses enfants matin, midi et soir. Vous voyez, nous, à côté de nos forfaits. Et pourquoi ça coûte plus cher? Parce que c'est une société qui s'appelle Telio qui les a installés dans ces cellules et qui se rembourse sur les communications. Elle les a installés gratuitement pour l'État français, mais elle se rembourse sur les communications. C'est normal de payer ces communications. Moi, c'est normal d'être puni quand on commet des délits. Mmh. C'est normal, la prison, on n'a rien trouvé d'autre. Bon, c'est la prison. Mais autrement, quoi. Et pour les mineurs, qu'en est-il? Vous dénoncez, leur parcours qui va de l'aide sociale à l'enfance à la prison, en passant par le placement dans des familles dysfonctionnelles et les centres éducatifs fermés Et la prison. et la prison pour les mineurs. Écoutez, en juillet, j'ai visité une prison pour enfants qui est située à Marseille, qui s'appelle La Valentine. Et je vous assure, je suis dure à cuire, hein, c'est pas je m'émeus pas. Là, j'étais obligée de me mordre les joues, de me pincer pour me faire mal, pour ne pas chialer. Heu, J'étais mais toute l'équipe, hein, mais c'était horrible. On est tombé sur des gosses. Il y avait plus de surveillants, très peu. Arrêt maladie, congé, absence, poste, vacant. Hem, Ceux qui restaient épuisés. Les gosses enfermés 23 heures sur 24. Pas de pas de scolaire parce que c'était, les vacances scolaires. Mais les vacances scolaires, je vous demande un truc, c'est pour qui les vacances scolaires à votre avis quand vous êtes en prison? C'est pas pour les enfants, ça s'appelle pas c'est les vacances des profs et nous on réclame à cor et à cri depuis longtemps, heu, un statut spécial de prof pour les enfants enfermés, que ce soit en psychiatrie, en prison ou dans les centres éducatifs. J'ai été reçue par des députés à qui j'ai apporté cet avis, enseignement. «Ah madame, c'est très grave, voyons je ah oui, oui, ben, on va certainement faire quelque chose». Personne n'a rien fait, sauf une députée, qui elle-même est une ancienne de la DAS, Perrine Goulet, qui l'a repris à son compte. Mais vous voyez comme on navigue aussi, et si on affronte tant de vents contraires, c'est aussi parce qu'il y a l'indifférence, parce que ce ne sont pas des sujets porteurs. Et vous qui êtes journaliste et moi qui l'ai été, on sait très bien que ce ne sont pas des sujets porteurs. Moi, combien de fois dans les journaux où j'étais, j'ai entendu: «Tu nous emmerdes avec tes sans-papiers, avec tes
avec tes fouilles, avec tes taulards, lâche-nous, avec tes papiers. C'est vrai. Et cette indifférence, eh bien, elle sert des projets funestes qui voient être abandonnés les détenus, qui soient des enfants, des adultes, des femmes, les surveillants, les médecins psychiatres, euh, puisqu'on n'en trouve plus pour soigner les gens. Et c'est comme ça que la prison tient lieu aujourd'hui d'asile. Indispensable, soit on augmente le nombre de places avec les constructions de nouvelles prisons, soit on diminue le nombre de détenus qui n'a jamais été aussi haut. C'est ce qu'on appelle la régulation carcérale. Est-ce que sur ce point, vous espérez que des décisions positives vont être prises prochainement? Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir, ça ne vous surprendra pas d'apprendre que moi, je ne suis pas pour la construction de prisons, au contraire, parce que je pense qu'on va les remplir de toute façon. Mais pour que des gens sortent, regardez l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont 20 millions d'habitants de plus que nous. Ils ont 20 000 détenus de moins. Ils sont un par cellule. 70% des détenus allemands travaillent, contre 25% ici. Et encore, 25%, c'est une moyenne. Donc, je trouve que, oui, il faut faire sortir du monde. Il faut qu'on arrive à une situation normale. Je ne pense pas que l'Allemagne soit de dangereux gauchistes, hein. Euh, donc voilà. Et j'ai de l'espoir parce que j'ai constitué un groupe de travail au contrôle général avec des syndicats pénitentiaires, de médecins, d'avocats, de magistrats administratifs, judiciaires et les associations qui œuvrent en prison et les éducateurs. Vous avez de l'espoir alors que la surpopulation, vous l'avez dit, elle peut dépasser 250% dans certains établissements. Vous avez dénoncé le manque d'hygiène, les punaises de lit, on en a parlé, le déficit d'accès aux soins, notamment pour les malades psychiatriques. Vous avez dit en début d'interview qu'un tiers des détenus ont des problèmes Oui, psychiatriques. Donc tout ceci explique la violence aussi qui règne dans les sûr. prisons. En 2024, il y a eu 5 meurtres de prisonniers par un codétenu et l'an dernier, 141 suicides. Oui. Donc, malgré vos interventions, la situation n'a pas l'air de s'améliorer. C'est vrai. Et comme je vous dis, en plus, enfin, je pense qu'il faut jamais lâcher prise sur l'espoir. Parce que sinon, on est fichu. Sinon, on baisse les bras. Qui va hurler? Ah, les avocats, on se remonte le moral tous ensemble. Les avocats, les syndicats pénitentiaires, on est là à se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les médecins, tout le monde. Et on a été entendu, notre groupe de travail a été entendu par l'Assemblée nationale, par le président de la commission des lois, Florent Boudier. À l'issue de notre audition, divine surprise, je m'y attendais pas du tout, il dit: je vais élaborer une proposition de loi en faveur de la régulation carcérale. On s'est dit, mais c'est bingo, jamais on aurait espéré ça. On s'est dit vous savez, il y a un directeur de prison pendant l'audition, qui était entendu au titre de porte-parole de notre groupe. Il a dit, on prend 5000 détenus par an. Ça n'est pas normal. C'est même une bombe. Et on vous aura prévenu. Je pense que ce gars-là, il a marqué l'audition. Mais tout le monde a été vraiment très convaincant. Bon, il annonce ça. Là, le ministre de la Justice a annoncé une loi sûre. La loi sûre, c'est qui, à mon avis, et d'ailleurs de l'avis de tous, et même de l'aveu du ministre en privé, pour le moment, il dit que ça fera mécaniquement monter encore le nombre de détenus. Donc il faut bien qu'ils trouvent une échappatoire. Parce que là, on va arriver rapidement aux 100 000 détenus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arrêter cette machine infernale. Ça ne sert plus à rien. La prison, c'est plus qu'un temps mort, violent, sans rien. Je ne parle pas des centres pour longue peine, hein, c'est tout à fait différent. Là, le numerus clausus s'applique. Le ministre a dit, je vais peut-être intégrer la proposition de loi du président de la commission des lois dans ma loi sûre pour faire baisser les incarcérations. Il annonce un numerus clausus. Numerus clausus, c'est pas plus de détenus que de places. C'est ce qu'il y a lieu en Allemagne, en Hollande, en Espagne. Bon, pas chez les dingues, hein, chez nos voisins. Malheureusement, ce qu'il annonce, alors pour la première fois peut-être le mot numerus clausus, parce que moi quand je parlais de numerus clausus à l'Assemblée nationale, hop, la moitié de l'hémicycle s'évanouit, ah mon Dieu, le numerus clausus. Là, c'est un ministre qui en parle. Peut-être que ce sera écrit dans la loi, mais c'est le seul pas en avant que je vois, parce que lui, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il vise 150% d'occupation en 2030. J'appelle pas ça un rêve non plus, hein. Alors je garde espoir
parce que tous, on s'est tous appelés pour se dire: «Gardons espoir». Parce que ce mot, fameux de numerus clausus est prononcé, c'est peut-être un pied dans la porte qu'on a mis. Il faut bien qu'on tienne avec quelque chose quand même. En 2020, le président Emmanuel Macron vous a choisi pour devenir contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Votre nomination a fait débat et vous-même, vous aviez dit que vous étiez estomaquée. Pourquoi? Je l'ai même dit de façon beaucoup plus, grossière, mais bon, je estomaquée, oui, voilà. Mais parce que, je n'avais jamais d'abord, je me suis sentie je me dis: «Mais c'est pas possible», parce que quand c'est Éric Dupond-Moretti m'a appelée, comme toute journaliste judiciaire, je le connaissais bien. Il me dit: «Tu veux pas être contrôleur?» J'ai dit: «Mais tu as bu, tu es ivre, tu es malade». Moi? Et et je l'ai et puis après j'ai réfléchi. Je me suis dit: «Ma vieille, si tu fais pas ce boulot, tu tu folle», parce que ça conclut toute ta vie finalement, tout ce qui t'a toujours passionné. Et c'est vrai que, je suis passée devant l'Assemblée, devant le Sénat. Je remercie le Covid de m'avoir alors affublée d'un masque qui masquait, je crois, la panique que j'avais d'être interrogée par tout ce monde-là, c'est-à-dire d'être dans le sens inverse. Moi qui avais pas du tout eu l'habitude. Et c'est vrai que j'ai pas remporté un score, formidable, hein, parce que je suis passée à 22 voix pour, 18 contre, Bon, mais mais le bras vous avez été élue. oui. Et je l'ai c'est pas que je l'ai pas regretté, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression de ne jamais avoir rien fait de mieux de toute ma vie que ce métier que j'ai la chance d'exercer aujourd'hui. Et alors, votre mandat se termine le 15 octobre 2026. L'extrême droite veut supprimer votre poste ainsi que celui de vos collaborateurs. Elle dénonce même votre salaire. Que leur répondez-vous? Tous les ans, un député ou une députée du Front national me dit avec votre Aujourd'hui, du Rassemblement national. pardon, oui, du Rassemblement national, me dit: «Madame, avec votre salaire indécent, votre budget effroyablement élevé, vos résultats dérisoires, à quoi servez-vous?» Je dis: «Je sers, quand même, vous, peut vous paraître dérisoire les avancées qu'on obtient, mais elles ne le sont pas pour ceux qui sont enfermés, ni pour ceux qui y travaillent». Et là, je parle des hôpitaux psychiatriques, comme des prisons, comme, des centres de rétention administrative. Le peu d'avancées qu'on a, on avance avec les avocats, avec les magistrats. On compte sur les magistrats pour condamner la France qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a été à nouveau condamnée hier, pour l'état de sa prison de Strasbourg. Hem Et ça s'appuie d'ailleurs sur un de nos rapports, entre autres. Donc je trouve que, voilà, on sert à alerter. Si nous, on se tait, mais plus personne ne parlera de ces lieux. Plus personne ne parlera, ni des malades psychiatriques, ni des plus personne, j'exagère un peu, mais nous, on sert à donner une caisse de résonance à tous ces gens qui travaillent ou qui sont enfermés dans ces lieux et qui, heu, sont désespérés pour beaucoup. Ben, de voir heu, nous qui parlons tout le temps de souffrance au travail, je vais vous dire qu'il y a de grosses souffrances au travail là. Et puis, il y a de grosses souffrances dans l'enfermement. Moi, je voudrais qu'ils deviennent autre chose. D'ailleurs, on en a fait un podcast que je vous recommande d'écouter, ça s'appelle «Les enfermés». Vous le trouvez sur notre site et on a fait parler tout le monde, les, heu, des femmes, des hommes, les détenus, des malades psychiatriques, des étrangers dans les CRA et puis des policiers, des surveillants, des surveillantes, des médecins. Les CRA, les centres de rétention Attention administrative, oui, pour les étrangers. c'est ça, c'est pour ça que je dis oui, les étrangers dans les CRA. Et de toute manière, surveiller les prisons, ça fait partie aussi de l'état de droit, non? Bah, il me semble quand même que d'ailleurs, dans un monde de rêve, c'est vrai qu'on n'existerait pas, on n'aurait pas besoin d'exister. D'ailleurs, moi, j'ai vu mes homologues allemands, leur visite de prison, c'est pas du tout comme les nôtres, hein. Ils arrivent à 3, ils restent une après-midi ou une journée. Nous, quand on arrive, on débarque dans une prison moyenne à 6-7 et on reste une semaine. Dans une très grosse prison, comme j'étais en Allemagne, on arrive à 15 et on reste 15 jours. Mais eux, ils n'ont pas besoin. Les gens sont un par cellule, ils travaillent, les conditions sont normales. Ils ont accès aux activités, ils ont accès au travail, ils ont accès au sport et ils ont moins de récidives que nous, les Allemands. Bah, je trouve qu'on pourrait prendre exemple, au lieu de cogner sur la tête des gens comme ça, à la fois, sur les enfermés et
ceux qui les soignent ou les gardent. Que proposez-vous comme moyen supplémentaire et comme changement pour votre successeur? Je lui dirais de tout mon cœur bonne chance, entre 2 larmes de quitter cette mission. Ça, c'est sûr que je vais être très triste. Mais je pense que j'aurais l'honneur de quand même et la fierté de lui présenter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et je dirais que mes vœux l'accompagnent et que j'espère qu'il trouvera dans ce que j'ai accompli avec cette équipe absolument sensationnelle avec qui je travaille, qui comprend tous les gens dont on a parlé, avocats, magistrats, médecins, journalistes, photographes, directeur de prison, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, tout ça. Je lui confierai cette équipe en disant qu'elle est sensationnelle, vraiment. Et que ce sont des gens courageux, convaincus et qui ne sont pas non plus des clowns à se dire, comme je vous disais, on est loin du rêve, du «Ah, pauvre détenu». Non, on est tous conscients de ce que c'est, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, à qui on s'adresse. Et nous, on dit arrêtez, faites quelque chose pour que ça aille mieux. C'est la solution pour que ces gens sortent meilleurs dans tous les domaines. Hein, dans tous les domaines. Mais là, c'est vrai que ce qu'on voit est assez. C'est très préoccupant et je trouve insensé que le pouvoir politique en détourne les yeux à ce point, ou s'en servent même de façon politicienne, pour rouler des mécaniques ou pour... C'est dommage, parce que ça vaut mieux comme... C'est un combat que nous on mène, et c'est des situations qui valent mieux que ça, qui demandent plus d'intelligence. Merci infiniment, C'est moi qui vous remercie. Dominique Simonneau, d'être venu. Merci à vous. C'est moi. Et merci à vous tous de votre attention et on vous dit à très vite. Merci à vous tous.